Ariane Doutet nous fait le plaisir d'être à côté de Jonathan Lévy. Merci Ariane de nous rendre visite. Bonjour, on va parler avec vous déjà de votre société Entrepreneur Venture. Vous nous la présentez en quelques mots? Alors en quelques mots vraiment, c'est une société de gestion agréée à l'AMF depuis 2000 qui depuis donc 17 ans fait un métier unique qui est le financement des entreprises non cotées. Avec pour particularité de ne pas être spécialisé dans la défiscalisation et plutôt de se concentrer sur les entreprises qui font entre 20 millions et 100 millions de chiffre d'affaires. Donc des sociétés un petit peu plus matures que les sociétés qu'on trouve traditionnellement. Qui nourrissent le tissu économique en France, réelle. En Navarre et au-delà en Europe. Alors vous avez décidé de nous présenter les obligations convertibles dont vous êtes fait une spécialité. Pourquoi est-ce que les obligations convertibles vous semblent un placement intéressant et déjà qu'est-ce que c'est? Alors une obligation convertible, c'est un contrat obligataire que nous passons avec une entreprise, nous prêtons de l'argent et en contrepartie, elle s'engage à nous verser des coupons régulièrement. Et associé à ce titre, vous avez la possibilité éventuellement d'échanger ce contrat contre une action. Pour autant, ce n'est pas le parti pris de la société, puisque nous n'allons pas chercher à prendre du risque action sur ces titres. C'est vous qui avez la main là-dessus, c'est vous qui pouvez décider de convertir en action. Tout à fait. Et ce que vous me dites, c'est que vous le faites quasiment jamais. Exactement, on ne le fera que si on a une véritable opportunité, une plus-value avérée, immédiate. Alors, pourquoi c'est intéressant ces obligations convertibles sur ce segment des PME dynamique? Alors, tous les statistiques prouvent que les PME, les entreprises non cotées, sont traditionnellement plus rentables à court ou moyen terme que les entreprises plus grosses, plus lentes, que l'on trouve plus facilement sur le CAC 40 ou autre. Pour autant, rentrer en action, c'est extrêmement risqué et ça peut être très fluctuant. L'obligation convertible va permettre à des investisseurs de rentrer dans une société en ayant une connaissance des flux attendus et donc de simplement jouer la perception d'un coupon régulier. Des sociétés, des PME, des grosses PME qui ont parfois aussi du mal à se financer, qui ont besoin de cet argent, de ces obligations que leur apportent les investisseurs. Tout à fait. C'est en fait un métier qui est somme toute relativement émergent, puisque jusqu'à présent, les PME fonctionnaient uniquement avec les banques. Sauf qu'avec le renforcement des règles prudentielles, les fameuses BAL 3, pour n'en citer qu'une, les banques ont eu de plus en plus de difficultés à prêter aux entreprises, doivent renforcer leurs fonds propres et demandent finalement aux PME d'en faire autant. Donc pour faire un crédit bancaire, pas de problème, mais à partir du deuxième, ou si vous commencez à faire des opérations un petit peu plus grosses, un petit peu plus complexes, la banque va demander aux PME de renforcer ses fonds propres, d'augmenter son bilan. Ouais. Et on l'a vu, ouvrir le capital, ce n'est pas forcément un choix intéressant pour le chef d'entreprise ou facile pour la PME. Et donc, ces obligations convertibles, qui sont des quasi-fonds propres, permettent finalement de renforcer son bilan. Exactement. En fait, l'action va diluer le capital. Donc, vous perdez la main d'une partie de votre société. Donc, si vous êtes mature, il est hors de question de passer par là. Et l'obligation convertible, à cause de son option de transformer en action, va être considérée comme du quasi-fonds propre. Combien sont prêts à rémunérer les PME ce type d'argent, ces obligations? Actuellement, nous sommes autour de 10,5%, entre 10 et 11% de rentabilité brute. C'est énorme. C'est énorme, sachant que les mêmes entreprises montent en même temps que notre opération du crédit bancaire, où elles vont plus facilement obtenir du 0,8%. Alors, comment expliquer cet écart? Elles sont prêtes à payer du 10% justement pour pouvoir accéder au crédit? C'est ça la philosophie? Si elles ne font pas notre opération, elles n'obtiendront pas un crédit bancaire qui couvrira l'intégralité du besoin. Et vous servez du rendement de quel ordre alors à vos investisseurs? Alors, on va prendre des simulations simples. Si nous partons d'un taux initial de 10,5, que nous retirons tous les frais, que nous retirons l'effet temps et que nous prenons de vraies hypothèses de défaut réalistes, on tombe assez facilement sur une rentabilité de 6% net avec un taux de défaut de 8%. Donc à peu près 2 lignes sur un portefeuille de 20 sociétés par exemple. Jonathan, pourquoi est-ce que ce type de placement vous séduit et pourquoi est-ce que vous le recommandez à vos clients?
D'abord parce que nos clients recherchent systématiquement de la diversification. On parle régulièrement ensemble de baisse des taux d'intérêt. Les fonds en euros ne rapportent plus rien aujourd'hui. Il faut trouver des solutions alternatives. Et ce FCPR, le FCPR dont on parle, il y en a un qui est ouvert en cours de commercialisation jusqu'au mois de novembre. 30 novembre. Jusqu'au 30 novembre, et est une belle alternative. Alors certes, il y a plus de risques que sur un fonds en euros, c'est absolument pas comparable. Sur un fonds en euros, il y a une garantie en capital, il y a un effet cliqué. Là, il n'y a pas de garantie en capital. Et puis, l'argent est bloqué au minimum 5 ans, 6 ans. Il y a un sujet lié à la liquidité. Mais pour les clients qui acceptent une part de risque, qui acceptent de diversifier, on a des rendements qui sont intéressants et qui ne sont pas corrélés à la bourse, au marché action, au CAC 40, puisqu'on est sur du non-coté. Donc ça sera beaucoup moins fluctuant qu'un investissement en action. Ça fait penser au crowdfunding, au crowdlending, quand on peut aller prêter en direct à des entreprises. Alors on part du même constat. Pour autant, on ne s'adresse pas aux mêmes entreprises. Dans le crowdlending, vous allez avoir des sociétés qui vont être financées sur des opérations entre 250 000 euros et 1 million, même 25 000 euros certaines. Nous, on va commencer à 1 million et on va monter jusqu'à 7 millions. Donc on est clairement sur des sociétés beaucoup plus grosses, beaucoup plus matures et a priori moins risquées. Puis il y a une différence aussi, c'est des parts de fonds en fait. C'est un fonds, c'est pas une société dans laquelle on investit. C'est une grosse différence, ça, Jonathan? Ah oui, c'est une énorme différence parce que lorsqu'on investit en direct, on achète des créances d'entreprise. Il faut avoir la capacité de faire une analyse de crédit sur ces entreprises-là. Je ne suis pas sûr que tout le monde puisse le faire ou ait le temps de le faire. Là, on s'adresse à un fonds, il y a un gestionnaire, ici Entrepreneur Venture, qui fait cette analyse et cette sélection de crédits de qualité, en fait. Combien d'entreprises dans un fonds, dans un FCPR fonds, chez vous? Une vingtaine de lignes, entre 15 et 20 lignes, sachant qu'on en regarde à peu près 500 dossiers par an. Ce qui est une diversification aussi du risque. Tout à fait. La diversification, c'est la meilleure garantie qu'on puisse avoir. On le répète à longueur d'émission. Combien ça coûte pour finir, Ariane? Alors, avant de finir, une petite précision puisqu'on parle de garantie. Notre fonds a pour particularité d'avoir en plus une garantie qui est fournie par la Banque européenne d'investissement dans le cadre du plan Juncker. Et qui consiste en quoi cette garantie? Alors pour faire très court, la garantie va prendre à sa charge 50% des pertes avérées qu'on pourrait avoir dans le fonds. Donc c'est un amorti considérable à la baisse. Donc imaginons qu'une société de membres, qui fasse partie de ce fonds fasse défaut, vous récupéreriez 50% du montant investi. Minimum. Et donc, pour finir, combien ça coûte? Comment on peut rentrer concrètement dans... Alors, il y a deux façons de rentrer. Soit on rentre dans l'enveloppe assurance vie, qu'on connaît bien, mais dans ce cas, on ne peut pas dépasser les 10%, ça c'est un seuil qui est réglementaire. Ou alors, on rentre en direct, on l'achète en nominatif pur. Fiscalement, en fait, il y a un intérêt à le prendre en nominatif pur, puisqu'il n'y a pas d'impôt sur les plus-values. On paye la CSG, CRDS, bien sûr, comme sur tous les placements, mais il n'y a pas d'impôt sur les plus-values. Pas de réduction d'entrée, pas de réduction d'impôt en entrée, comme sur des FIP, FCPI, ISF, par exemple. Mais en même temps, il n'y a pas non plus des contraintes de gestion qu'on leur donne, qui existent sur les FIP, FCPI, et qui rendent ces placements finalement peut-être un peu moins attractifs. Et puis, on l'a vu avec Vincent, tout ça pourrait être amené à bouger aussi, ces niches fiscales avec cette réforme de l'ISF et de l'IFI. Tout à fait. Mais une dernière question, le ticket minimum, il est de quel ordre? 1 000 euros. 1 000 euros. Merci Ariane de nous avoir présenté ce FCPR. Il a un nom? FCPR, Entrepreneur et Rendement 2. C'est le 5e opus de la gamme. 5e opus, comme la musique classique. Voilà, merci d'avoir fait vibrer nos oreilles. On se retrouve une prochaine fois, au mois de septembre. Enfin, Ariane peut-être un peu plus tard, mais on viendra nous reparler de ce type de placement. C'est vrai que ça intéresse beaucoup les internautes qui nous suivent. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous de nous avoir suivis pour cette saison. Rendez-vous la semaine prochaine, la rentrée prochaine, au mois de septembre, donc, pour une nouvelle saison de Parlons Placement. Très bonnes vacances.